Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de lecture estivale. En effet, j'ai concocté une petite sélection histoire de vous accompagner sur juillet-août autour de tout ce qui va être bande dessinée, manga, mais aussi roman, avec une petite saveur estivale. En ce qui me concerne, pour l'été, j'ai plusieurs orientations possibles. La première est bien évidemment de choisir des romans, des récits qui se passent durant l'été, mais pas que. J'ai également la piste de tout ce qui va tourner autour des astres, des étoiles, de l'espace. La troisième piste, c'est tout ce qui va toucher à l'eau, la mer, l'océan, mais aussi tout ce qui va être piraterie ou aventure marine, sous-marine. Et la quatrième piste, c'est tout ce qui touche autour du voyage ou alors des récits qui se passent dans d'autres pays. Je ne change pas mes habitudes en ce qui concerne les vidéos Booktube. Si vous avez envie d'avoir la liste des livres qui vont être cités dans cette vidéo, faites un petit tour dans la description sous la vidéo. Ou bien n'hésitez pas à aller voir mon blog puisqu'il est fort probable que je rédige un article avec non seulement les livres dont je vais vous parler là en vidéo, mais y ajouter aussi d'autres livres, notamment ceux que j'ai peut-être moins aimés ou ceux qui font partie d'une saga. Même si la saga entière ne se passe pas durant l'été, il y a des tomes qui peuvent se dérouler durant juillet, août, donc la sélection va être un petit peu plus fournie en recommandations livresques. Et on va commencer ce top avec la toute première lecture, un album jeunesse qui plus est, qui m'a donné l'envie de faire cette vidéo. C'est un album jeunesse, comme je le disais, que j'ai découvert très récemment à travers une masse critique Babelio, et je suis très contente de l'avoir lu parce que c'est un album jeunesse qui est un incontournable de l'été au Japon, qui s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires là-bas. J'ai beaucoup aimé cette lecture que j'ai trouvée parfaite pour la saison, non seulement à cause des couleurs qui sont chatoyantes, mais aussi parce qu'on est sur un petit garçon qui va partir à l'aventure. Il y a un fort lien entre cet humain et la nature. Il va essayer tant bien que mal de récupérer un trésor, à savoir un petit scarabée. Et cette histoire a un côté émerveillement autour de la nature. Comme je le disais, il y a un lien très fort entre ce petit garçon et les grands paysages qu'il va découvrir au fil du récit. J'ai beaucoup aimé le texte et les illustrations, ça fonctionne vachement bien l'un et l'autre. Et le texte est simple, accessible et agréable à lire. Quant aux illustrations, j'aime beaucoup les compositions, les couleurs et aussi la touche. On voit que ça a été fait au traditionnel et on voit les coups de pinceau. C'est très agréable à regarder, c'est frais, ça respire l'été à fond et je ne peux que vous recommander de plonger le nez dedans, ne serait-ce que pour cette petite parenthèse enchantée. Et si ce que je vous dis là ne vous donne toujours pas envie de vous précipiter dessus, je vais donc vous présenter quelques illustrations. En voici une seconde. C'est donc un album absolument adorable, touchant, drôle. Il y a une petite finesse, une petite poésie qui se dégage de cet album jeunesse, donc n'hésitez vraiment pas à faire un petit tour du côté de cet album. Pour rester dans l'enfance et la délicatesse, je vais vous parler d'un roman qui m'a fait connaître l'autrice et je me suis précipitée pour lire d'autres livres de sa bibliographie juste après. Il s'agit de Sarah Pennypacker aux éditions Gallimard Jeunesse avec son excellent Château des Papayes. Aux yeux des autres, il ne s'agit que d'un terrain vague et d'une église à moitié démolie. Pour Ware, 11 ans, incorrigible rêveur, c'est un véritable château avec sa tour de guet et son domaine. Pour Jolene, débrouillarde, drôle et courageuse, l'endroit idéal où faire pousser des papayes. Ils ne le savent pas encore, mais leur rencontre dans ce refuge improbable va marquer le début d'un été inoubliable. J'avais reçu ce roman à l'époque où j'étais chroniqueur pour On lit plus fort et j'avais absolument surkiffé cette histoire que j'ai trouvée délicate, touchante, très émouvante aussi. J'ai beaucoup aimé la rencontre entre Ware et Jolene, j'ai beaucoup aimé leur alchimie, j'ai adoré la plume de l'autrice qui est soignée, qui est travaillée, qui rend les émotions avec justesse.
J'ai beaucoup aimé le concept d'avoir cette espèce de terrain vague qui est soit le terrain de jeu de l'imagination foisonnante de Ware ou alors un jardin potager pour Jolene. J'ai beaucoup aimé l'histoire personnelle de Ware, qui est un petit garçon qui est très différent, qui a une façon de réfléchir, d'aborder les choses qui m'a bien souvent fait penser au Petit Prince. Et de l'autre côté, Jolene qui est beaucoup plus débrouillarde, qui est beaucoup plus causante, beaucoup plus rentre-dedans. Donc j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai adoré la plume, j'ai adoré également l'intrigue qui est très bien ficelée. En somme, j'ai passé un excellent moment à lire ce livre, il m'avait beaucoup marqué, c'est un de mes plus gros coups de cœur sur l'année où il est sorti. Et si vous ne connaissez pas l'autrice, peut-être que la saga Pax vous parlera davantage. En tout cas, ce livre-ci se passe durant l'été, si vous avez l'occasion de l'emprunter ou de l'acheter, n'hésitez absolument pas parce que c'est une très chouette histoire. On va continuer sur ces histoires d'enfance et d'adolescence avec un livre qui là aussi m'a beaucoup marqué quand je l'ai lu. C'est un des livres préférés de Miyazaki. Il l'a même adapté dans un de ses films d'animation. Il s'agit des souvenirs de Marnie de Joanne J. Robinson aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture. Anna, petite orpheline solitaire envoyée sur la côte est de l'Angleterre pour profiter du climat, va entre deux rêveries à travers les dunes rencontrer la fantasque Marnie et la paix intérieure qu'il y a à s'ouvrir au monde. Mais à peine découvre-t-elle le bonheur de l'amitié que Marnie disparaît. On a là une histoire incroyable d'amitié et de sororité entre Marnie et Anna. On a des histoires autour du passé d'Anna et de Marnie, comment les deux destinées se croisent. On est sur un roman qui a des allures de classique, petit point historique, mais avec une petite dose aussi de fantastique, mais surtout un tranche de vie vraiment captivant avec une écriture délicate, une histoire poétique. On est sur un grand ascenseur émotionnel d'un point de vue des rebondissements, des trouvailles. J'ai trouvé que le roman était simple et délicat, qu'on était sur une ambiance assez apaisante, nostalgique, qui est parfaite pour l'été, je trouve. Pour vous persuader de lire absolument ce récit, sachez qu'on est sur un très beau travail éditorial de la part de la maison d'édition. Non seulement la couverture et la quatrième de couverture sont magnifiques, mais le papier, l'impression, les pages de garde, tout est absolument soigné pour donner un bel objet. Et je trouve que les couleurs employées dans cette couverture font clairement penser à une fin d'été. On va délaisser un petit peu les classiques, le contemporain, le cosy, le cocooning, et on va aller se jeter grand bain dans l'aventure puisqu'on va aller du côté de la piraterie. Je vous présente les deux premiers tomes d'Anna et l'Entremonde par Marc Dubuisson et illustré par Si aux éditions Glénat. Le troisième tome est en cours de réalisation, n'hésitez pas à suivre la chaîne Twitch de Si ou sa chaîne YouTube puisqu'elle fait un travail absolument incroyable, je trouve, en matière d'illustration, et que peut-être que la suivre en live en train de faire des planches du tome 3 vous donnera peut-être envie, si je ne vous donne pas envie avant, de vous précipiter pour les découvrir. Pour la petite histoire, on suit Anna et Domingo qui s'embarquent à bord des navires de Christophe Colomb, mais contrairement à la version historique qu'on connaît tous et toutes, ici il va se passer un petit twist qui fait que la Terre est plate et au bout du bout il y a des chutes et forcément c'est l'occasion de découvrir l'entremonde qui se cache une fois le monde atteint. Et dans cet entremonde, Anna et Domingo vont croiser la route de plusieurs personnages hauts en couleur, mais dans l'eau, toutes ces rencontres ne sont pas toujours bénéfiques ou sympathiques puisque un certain Barbe-Taupe est à leur trousse. Et je n'en dirai pas plus, c'est à vous de découvrir ce qui se passe à travers ces deux tomes. On est clairement sur de la bande dessinée jeunesse qui, déjà de 1, est une aventure absolument incroyable, avec des personnages ultra sympathiques à découvrir. On a un univers qui fourmille de jolies trouvailles, que ce soit les différents peuples, les différents personnages, les notions exploitées à travers ces deux premiers tomes. En plus de ça, les illustrations sont magnifiques, les couleurs sont
incroyable. J'aime énormément les planches de scie qui sont rythmées. L'histoire est formidable à suivre avec son côté très aventure pirate, mais de l'autre côté une grosse dose d'humour bien dosée. Bref, c'est entraînant, c'est dynamique, c'est bien fichu, c'est hyper intéressant, c'est agréable à lire, c'est trop beau à regarder aussi. Je ne me suis pas du tout ennuyée une seule seconde en lisant le premier tome qui a été gros coup de cœur. Le second est largement à la hauteur du premier et je suis impatiente de mettre mon nez dans le troisième tome, mais en attendant, lisez-les. On va sortir de la bande dessinée, on va revenir dans le contemporain et dans la littérature jeunesse, pré-ado, avec une série qui est une de mes séries contemporaines préférées. C'est même la toute première série de romans contemporains dans laquelle je me suis plongée parce que j'avoue que les couvertures me faisaient craquer depuis très longtemps. Je vais donc vous parler de toute une saga, je ne vous parlerai pas de chaque tome parce que ce serait peut-être un peu trop spoilant, je trouve, mais je vous présente la saga dans son intégralité, là en format poche, mais sachez que les grands formats sont édités chez Nathan. Et si jamais vous ne les avez pas reconnus, je vous présente Les filles au chocolat de Cathy Cassidy chez PKJ. Les filles au chocolat, c'est l'histoire de Tanglewood où à l'intérieur il y a plusieurs filles qui forment la famille Costello-Tamberi. C'est une famille recomposée et les parents s'occupent d'une chocolaterie. Ainsi, chaque tome évoque l'histoire, une petite histoire d'une des filles Costello-Tamberi. Donc chaque tome est à peu près indépendant par rapport aux autres, même si pour la bonne compréhension et l'évolution des personnages, il vaut mieux les lire dans l'ordre. Les filles au chocolat, pour moi, ça représente clairement l'été, ne serait-ce que pour les couvertures, que je trouve absolument à croquer. Ce sont des livres qui sont plutôt courts et rapides à lire, en tout cas de mon point de vue. Ils sont très simples et accessibles. Ce qui fait la grande richesse, en fait, ce qui fait les atouts majeurs pour moi de cette série, ce sont plutôt les thématiques abordées. On va parler de tout un tas de choses, les troubles alimentaires, on va parler d'amour, on va parler de famille, on va parler de harcèlement aussi, on va parler de défense des animaux et de l'environnement, on va parler également d'amour, on va parler d'amitié, on va parler de mensonges, on va parler de choses qui sont parfois très fortes, très dures, pas toujours très joyeuses non plus. Mais Cathy Cassidy a cette manière de pouvoir en parler avec simplicité et justesse, avec juste ce qu'il faut pour faire avancer le récit, faire évoluer les personnages, les caractériser, créer des rebondissements. En revanche, Cathy Cassidy ne va jamais trop loin et c'est ça qui m'a plu, c'est que ça donne une atmosphère, une ambiance très réconfortante. Je trouve qu'il se dégage de cette saga une ambiance, une atmosphère qui est douce, qui est apaisante, qui fait du bien, qui redonne le smile. Malgré tout ce qui peut se passer durant cet tome, j'ai beaucoup aimé relire cette saga durant l'été parce que je trouve qu'elle a clairement sa place. Si jamais vous avez envie de petits livres très simples, cosy, pas prise de tête, n'hésitez pas à vous jeter dessus pour l'été, c'est parfait. On va partir du côté de la science-fiction, mais on va partir du côté de l'unique manga que j'ai à vous proposer dans cette sélection, à savoir Aria The Masterpiece aux éditions Kiun. Et cette saga, dont tous les tomes sont déjà sortis, a été écrit et illustré par Kozue Amano. Au XXIe siècle, la planète Mars a été terraformée sur le modèle de Venise. Elle abrite maintenant une magnifique cité bâtie sur les eaux, où les canaux jouent le rôle de route et les bateliers celui de guide incontournable pour naviguer dans les méandres de cette ville au charme légendaire. Akari, terrienne d'origine, réalise un rêve d'enfance quand elle débarque à Néo-Venise afin de commencer son apprentissage du métier d'ondine qui fera d'elle une professionnelle de la gondole. Pour cela, elle entre chez Aria, une société tenue par un chat doué d'intelligence. L'unique employée, la belle et douce Alicia, sera son mentor et sa protectrice dans ce monde dont Akari a tout à apprendre.
Ce manga, j'avais pu le découvrir grâce à une masse critique Babelio et la maison d'édition il y a de cela fort longtemps maintenant. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour ce premier tome. J'avais pu, je crois, lire les tomes 2 et 3, je crois, parce que ça date d'il y a très longtemps maintenant. Et j'aimerais beaucoup avoir la saga chez moi parce que j'ai adoré ce côté très tranche de vie, très cosy, simple. Ça me rappelle un peu Minuscule, mais Minuscule se passe dans la forêt, tandis que là on est vraiment dans un univers qui est très italien. C'est vraiment Venise qui est représentée à travers les planches. On découvre les différentes saisons, différentes fêtes. On suit son apprentissage en tant qu'ondine. C'est ultra cosy, ultra plaisant à lire. Moi j'ai un très très bon souvenir des textes que j'avais trouvés poétiques, sympathiques dans les messages développés. J'avais beaucoup aimé les personnages que j'ai trouvés très doux, très attachants. J'avais également beaucoup aimé les illustrations que j'avais trouvées très soignées, très détaillées, poussées, avec des petites planches de couleurs de temps en temps qui sont magnifiques. Donc je garde un très 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 bon souvenir de ce premier tome. Donc j'aime beaucoup l'atmosphère, les décors, les thèmes, les messages qui sont délivrés dans ce manga qui fait quand même, voilà, c'est quand même une belle petite briquette. Et parce que on voyage quand même dans Néo-Venise, parce qu'il y a de l'eau, parce que voilà, c'est quelque chose de délicat, de simple, de frais, de tranche de vie, je trouve qu'il est parfait pour l'été. On va rester dans l'eau, mais cette fois on va redescendre dans la terre ferme et on va aller du côté d'une autrice que j'aime beaucoup. Je n'ai pas lu son dernier roman encore, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, c'est une des autrices contemporaines que j'aime le plus. Il s'agit de Jennifer Niven. Jennifer Niven, je l'ai découvert quand j'étais chroniqueur chez On lit plus fort et j'avais commencé avec Tous nos jours parfaits à l'époque où il est sorti. Puis j'avais reçu son second ouvrage, Les 1000 visages de notre histoire. Et troisième roman que j'avais pu découvrir, celui dont je vais vous parler, il s'agit de L'été de tous les possibles. Les trois romans de Jennifer Niven, vous pouvez les retrouver aux éditions Gallimard Jeunesse. Ce devait être l'été de sa vie, un road trip avec sa meilleure amie, quelques flirts et sa première fois. Claudine avait tout prévu, sauf le divorce de ses parents. Traînée par sa mère sur une île perdue, elle s'apprête à passer un mois de juillet déprimant quand elle rencontre Jérémia Crew. Après tout, quoi de mieux pour se changer les idées qu'un crush de vacances qu'on ne reverra jamais, et aucun risque de tomber amoureuse en à peine 35 jours. Je pense qu'entre le titre, la couverture et le résumé, vous comprenez d'ores et déjà pourquoi je vous en parle dans cette sélection estivale. Déjà, l'été de tous les possibles, ensuite une couverture avec de l'eau. On nous parle d'un été, on nous parle du mois de juillet, on nous parle d'une histoire à base de road trip, d'une île perdue. Bref, il y a tout ce qu'il faut pour passer un très bon été avec cette lecture. Et même si ce roman n'est pas mon préféré de l'autrice, je l'ai trouvé vraiment très intéressant du point de vue des thématiques abordées. On a tout ce qui touche au premier amour, à la première fois, on nous parle de secrets de famille, de divorce et de famille en général, d'amitié. On nous parle d'amour, on nous parle également de passage à l'âge adulte. Bref, il y a énormément de messages qui sont soulevés à travers les chapitres de ce roman. Et j'avais bien aimé l'alchimie qu'il y avait entre les deux personnages principaux. Et puis, tout simplement, la plume de Jennifer Niven qui est délicate, qui est travaillée, qui est soignée, qui est touchante, qui sait aborder des thématiques très dures, très compliquées, mais avec beaucoup de retenue, beaucoup d'émotions aussi, beaucoup d'intelligence. On sent le très gros travail que l'autrice a fait pour donner corps et de la matière à ses personnages et à tout ce qui environne les personnages, puisque j'avais trouvé l'île dans laquelle Claudine évolue durant cet été très intéressante, bien fichue. Donc ma foi, c'était un très chouette roman et je vous encourage à découvrir Jennifer Niven. Et si vous avez envie de quelque chose qui respire l'été, n'hésitez pas à découvrir celui-ci.
Je vous propose cette fois de rebasculer du côté de la terre ferme et du côté des classiques historiques et du côté de la bande dessinée. Je ne l'ai pas avec moi puisque c'était un emprunt à la médiathèque, mais je vais vous parler de La Longue Marche des Dindes, la bande dessinée qui a été adaptée du roman de Catherine Carr. Et cette bande dessinée a été écrite et illustrée par Léonie Bischoff. Si jamais cette bande dessinée vous intéresse, sachez qu'elle a été éditée aux éditions Rue de Sèvres, et si le roman vous intéresse davantage, sachez qu'il a été édité à l'École des loisirs. Missouri, été 1860. Après avoir quadruplé son CE1 à 15 ans, Simon, diplômé d'office par Miss Rogers, se voit refuser l'entrée dans la classe supérieure et doit gentiment déployer ses ailes. Aussi, le soir même de cette mauvaise nouvelle, lorsqu'il apprend que les dindes sur pattes valent 20 fois plus cher à Denver que chez lui, il décide d'acquérir 1000 têtes pour les convoyer sur 1000 km et prouver ainsi qu'il a le sens des affaires. Il recrute pour l'escorter une équipe improbable avec laquelle il va devoir traverser le désert, affronter les Rocheuses et négocier avec les Indiens. Ces derniers accepteront-ils de laisser passer cette étrange caravane qui doit atteindre Denver pour y faire fortune? Un gros coup de cœur pour cette bande dessinée que j'ai découvert en lisant un documentaire sur la littérature jeunesse de Sophie van der Linden, et je m'étais dit que ça pouvait être intéressant de regarder cette bande dessinée puisqu'il y avait une adaptation de ce roman qui était conseillé, histoire de voir si avec la bande dessinée ça me donne envie de lire le roman d'origine ou pas du tout. Et gros coup de cœur, vraiment une très belle surprise. J'ai trouvé l'histoire vraiment prenante, mais c'est tout un voyage à travers les États-Unis pour aller d'un point A à un point B. Et durant ce voyage, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que on parcourt différents paysages, certes, mais on fait beaucoup de rencontres et avec des personnages qui sont très différents, bons comme mauvais, avec chacun leurs problèmes, avec chacun leurs espoirs vis-à-vis de ce voyage. Et puis Simon est ultra attachant à suivre, je l'ai trouvé vraiment très sympathique. J'ai bien aimé son alchimie avec les différents personnages que compose sa caravane. J'ai beaucoup aimé ce lien entre la nature et l'humain, entre Simon et ses dindes. Donc vraiment, j'ai trouvé le concept atypique et vraiment bien fichu. J'ai adoré l'ambiance, l'atmosphère qui se dégageait de cette bande dessinée. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré la plume, la manière dont ça a été adapté. J'ai beaucoup aimé les illustrations que j'ai trouvées très chouettes à regarder, simples, avec une belle lisibilité au niveau des planches. Bref, c'était un régal à découvrir de A à Z et il me tarde vraiment de pouvoir mettre la patte sur le roman d'origine. Si cette histoire vous intéresse, sachez qu'elle est parfaite pour l'été, histoire de découvrir un petit peu les États-Unis, notamment en 1860, faire un beau petit voyage et faire de très belles rencontres. Et là, on va avoir un très grand écart fait probablement par un professionnel de la recommandation livresque, puisque concrètement, on va passer du classique historique voyage avec une ambiance très à la cool et quelque chose de littérature jeunesse à la littérature ado, thriller, quelque chose de plus sombre, de plus glaçant, de moins cosy et de beaucoup moins mignonné. Et on va passer sur une autre autrice de contemporain que j'aime beaucoup. Il s'agit d'Émilie Lecarte avec Nous les menteurs aux éditions Gallimard Jeunesse. Là aussi c'est une découverte que j'ai pu faire grâce à On lit plus fort à l'époque où ça existait. Et j'avoue que j'y allais un peu à reculons. C'était encore à l'époque où j'avais beaucoup de mal à trouver des lectures en contemporain qui me plaisent ou qui me captent vraiment mon attention, à part Les Filles au chocolat et peut-être Le Club des Babysitters, c'est à peu près tout ce que j'avais en tête. Mais j'avais lu ce livre, je l'avais commencé sans trop avoir d'attente ou d'espérance dessus, en mode pourquoi pas tester pour l'été. Et j'avoue que peut-être parce que je l'ai lu durant un été et que j'ai adoré l'intrigue, peut-être que ça me pousse à vous le conseiller à lire l'été. En tout cas, j'en ressors ultra contente, c'était une très belle surprise à l'époque où je l'ai découvert. Une famille belle et distinguée, une île privée, une fille brillante blessée,
un garçon passionné engagé, un groupe de 4 adolescents, les menteurs, dont l'amitié sera destructrice. Une révolution, un accident, un secret, mensonge sur mensonge, le grand amour, la vérité. Je trouve que le roman a des allures davantage de contemporain thriller parce que concrètement, plus on avance, plus la tension, l'angoisse est palpable, plus le récit avance, plus on est entouré, plus on est étouffé par les mensonges des uns et des autres. Et c'est très difficile de triturer tout ce paquet de mensonges pour y déceler la vérité qui arrive implacable, tel un couperet à la fin. J'avais beaucoup aimé l'intensité dramatique, j'avais adoré la plume que j'ai trouvée concise, brute, qui donne une intrigue haletante qui, jusqu'aux dernières lignes, nous tient éveillés. Je me souviens que j'avais trouvé les personnages absolument fascinants. J'avais été vraiment stupéfaite par la construction de l'histoire, comment elle avait créé les rebondissements, les retournements de situation, les mensonges, les vérités, les faux coupables, les vrais coupables, comment elle avait trituré en fait son intrigue pour donner quelque chose de très dense, de très confus aussi. Ça va bien faire 9 ans que le roman est sorti et pourtant je vous en parle aujourd'hui dans cette vidéo, c'est dire à quel point il m'a vraiment subjuguée et marquée. J'aimerais énormément pouvoir le relire, mais surtout le relire avec l'autre tome qui est associé à cette histoire, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir me remettre dans les écrits de cette autrice parce que je trouve qu'elle a une plume vraiment captivante et atypique, je trouve. On va se sortir de l'horreur du poisson pour aller vers quelque chose de beaucoup plus réconfortant et sympathique. On va aller du côté des albums jeunesse. Je continue effectivement la politique du grand écart. Je vais vous parler d'un album jeunesse que je n'ai pas en ma possession puisque je l'avais emprunté à la médiathèque. Il s'agit de la Biblio d'Orazio de David Cali et Sébastien Pelon. L'album est disponible aux éditions ABC Mélodie. Dans les collines de Sicile, c'est l'heure de la sieste. Tout est calme, mais parfois, on distingue un bourdonnement étrange. Bzzz. Une abeille? Mais non, c'est la bibliothèque d'Orazio. Cet ancien instituteur sillonne les villages, les collines, dans sa bibliothèque à 3 roues. Sa mission? Offrir des lectures aux populations isolées. Il y a le vieux colonel qui veut apprendre à cultiver des tomates, la fleuriste qui lit des histoires à sa maman malade, les petits écoliers passionnés d'aventures, de cyclopes et de monstres marins. C'est un album qui respire clairement l'été, la Sicile, les couleurs chatoyantes, vibrantes et lumineuses. On a une histoire qui est tendre, qui est sympathique à découvrir, qui est vraiment très touchante, qui a des messages qui sont magnifiques. Avoir une personne âgée en personnage principal d'un album jeunesse est vraiment audacieux. Les illustrations sont très jolies, le texte est vraiment bien fichu. J'ai passé un très bon moment avec cet album jeunesse que j'ai trouvé tendre, malicieux. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on voyage à travers la Sicile, les us et coutumes, pas seulement les décors, mais également tout ce qui va être la nourriture, le thé, le café, les petits biscuits. Il y a toute une dimension voyage qui est très intéressante, en plus du voyage fait à travers les livres qu'Orazio conseille à ses différents clients. Par conséquent, ça avait été un gros coup de cœur à l'époque où je l'ai découvert parce que je ne m'attendais absolument pas à avoir une histoire aussi dense, aussi impactante avec de très jolies illustrations. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil du côté de cet album jeunesse. On change de salle, de ambiance, on repart dans le roman, notamment le roman adolescent d'une autre autrice que j'aime énormément, une de mes préférées. On va partir aussi sur du fantastique, voire un tout petit peu horrifique, mais frissonnant juste ce qu'il faut, je vous rassure. C'est une autrice que j'ai découvert grâce à Gallimard Jeunesse et On lit plus fort à l'époque, avec son tout premier roman qui nous était paru, c'était L'île aux mensonges. Puis j'ai lu La Voix des ombres. Les 3 romans de Frances Hardinge, puisque c'est d'elle dont il s'agit, sont disponibles chez Gallimard Jeunesse et ils sont même disponibles en poche. Depuis leur enfance à l'orphelinat, Arc et Jerk se serrent les coudes et vivotent de petites arnaques tout en rêvant des trésors que recèle l'abysse. Mais un royaume peuplé de cauchemars s'étend sous la mer
et il n'est pas toujours bon que les vestiges du passé remontent à la surface. Les deux amis vont l'apprendre à leurs dépens et à ceux de l'humanité tout entière. Frances Hardinge, je tiens à le préciser, elle fait toujours des romans qui sont marquants, qui sont vraiment originaux, atypiques, qui ont une ambiance vraiment bien poussée, développée, qui flirtent entre l'historique ou le fantastique, un peu de mystère, un peu d'horreur, un peu de... Il y a un peu plusieurs genres qui se mélangent. C'est toujours très recherché, très fouillé dans la plume, toujours très précis, très développé aussi du côté des émotions et des personnages. Les univers sont incroyables et denses. C'est captivant. Vraiment, c'est une plongée dans des univers qui sont très différents dans les trois romans. Mais il y a toujours cette ambiance particulière qui est la marque de fabrique de l'autrice, en plus de son excellente plume, je trouve. Clairement là, les indications, vous savez les fameuses petites lignes qu'il y a en quatrième de couverture, nous parlent de Lovecraft qui rencontrait Jules Verne et je trouve que ça catégorise parfaitement le roman. On est sur un univers qui fonctionne avec tout ce qui touche au domaine de l'eau, que ce soit sous la mer, les profondeurs, les abysses, l'archéologie sous-marine, on a beaucoup de choses par rapport aussi à la dimension mythologique, religieuse, par rapport aux divinités et aux créatures sous-marines. Donc je l'ai trouvé fascinant de prime abord et plus on allait dans les chapitres, plus on avançait dans le récit, plus on tombe dans le fantastique, voire cette pointe de frisson, d'horreur, et plus on est sur des choses qui sont complexes, qui sont minutieuses, qui sont fouillées. C'est passionnant à lire, ça fait son... c'est quand même une belle petite briquette, hein, je vais pas vous cacher, mais c'est fascinant. Les personnages sont hyper intéressants, sont très bien construits et ont des évolutions qui les rendent captivants jusqu'aux dernières lignes. J'ai beaucoup aimé les rebondissements, les révélations qui sont faites, qui moi m'ont vraiment marqué. J'avoue que mon petit chouchou restera L'île aux mensonges, mais celui-ci vient juste derrière. Donc si vous voulez savoir pourquoi je l'ai mis dans les recommandations livresques de l'été, c'est tout simplement parce qu'on parle d'eau, de profondeur, de voyage aquatique et aussi une forte dimension psychologique qui est pour moi raccord avec le thème du voyage intérieur, ça passe aussi. En conclusion, si vous n'avez jamais lu de récit de cette autrice, peut-être commencer avec L'île aux mensonges, qui sera peut-être plus abordable. Mais si vous voulez et tenez absolument à avoir quelque chose qui correspondrait à la saison, n'hésitez pas à faire un tour du côté de la lumière des profondeurs parce qu'il est vraiment excellent. Et je termine ce jeu de ping-pong grand écart avec, pareil, on change de salle et d'ambiance. C'est le dernier livre que j'ai à vous recommander pour cet été et ça tombe bien. Puisqu'il parle d'été, on va dire qu'il est aux couleurs de l'été, mais il est surtout aux couleurs de la fin de l'été. En effet, voici le premier tome des Mémoires de la forêt, les souvenirs de Ferdinand Taupe, de Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé et publié aux éditions L'École des loisirs. Chaque tome des Mémoires de la forêt correspond à une saison. Si l'automne c'est le tome 2 et l'hiver c'est le tome 3, le quatrième tome qui va bientôt sortir devrait être aux couleurs du printemps. Celui-ci respire clairement l'été, mais la fin d'été, qui correspond à merveille avec l'ambiance très nostalgique liée aux souvenirs que nos deux héros doivent retrouver à tout prix. Dans la forêt de Belle-Écorce, au creux du chêne où Archibald Renard tient sa librairie, chaque animal qui le souhaite peut déposer le livre qu'il a écrit et espérer qu'il soit un jour acheté. Depuis que ses souvenirs le fuient, Ferdinand Taupe cherche désespérément à retrouver l'ouvrage qu'il a écrit pour compiler ses mémoires afin de se rappeler les choses qu'il a faites et les gens qu'il a aimés. Il en existe un seul exemplaire déposé chez le libraire il y a des années. Mais justement, un mystérieux client vient de partir avec. À l'aide de vieilles photographies, Archibald et Ferdinand se lancent sur ses traces en forêt, dans un périple à la frontière du rêve, des souvenirs et de la réalité. On est sur un premier tome qui m'avait beaucoup marqué, beaucoup interpellé, puisqu'on parle de la maladie de l'oubli-tout, qui est un équivalent à Alzheimer. Et j'avais bien aimé la dynamique, l'alchimie qu'il y avait entre Ferdinand et Archibald. Ces deux personnages fonctionnent à merveille, forment un duo très touchant. J'ai beaucoup aimé ce voyage à travers la forêt de Belle-Écorce,
On tombe sur différents lieux qui sont enchanteurs, on tombe sur différents personnages qui ont chacun leur personnalité, leur petite histoire, leur petite aspérité aussi. Et j'ai beaucoup aimé l'interaction de l'ensemble, j'ai adoré l'esprit, l'ambiance, l'atmosphère de ce premier tome. On est sur quelque chose de très cosy, mais cosy mystery quelque part, puisqu'on est quand même à la recherche d'un mystérieux client dont on ne sait rien, mais qui est reparti avec les souvenirs de Ferdinand Taupe. Donc il y a un petit côté polar qui est pas piqué des hannetons. J'ai trouvé la plume soignée, délicate, très juste, pleine d'émotions. L'intrigue est elle-même pleine d'émotions. Par conséquent, c'est un peu du même ordre que tout ce que j'ai un peu cité précédemment sur tout ce qui est tranche de vie, cosy, cocooning, ambiance posée, calme, apaisante. Aria the Masterpiece, mais aussi Souvenirs de Marnie et d'autres. Si vous avez envie de ce genre d'ambiance pour l'été, vous pouvez entamer Mémoire de la forêt et pourquoi pas enchaîner avec les autres en lisant soit un tome par saison ou alors enchaîner toute la saga durant l'été. De toute évidence, vous passerez un très bon moment si vous êtes friand de ce genre d'histoire. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Je vous ai présenté une dizaine de titres spécialement concoctés pour passer un bel été, je l'espère. J'espère qu'à travers cette vidéo, vous avez pu faire de belles découvertes ou alors que vous vous êtes dit que tel ou tel livre qui traînait depuis très longtemps dans votre pile à lire serait bon à sortir cet été. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous emparer de l'espace commentaire, histoire de me faire vos retours sur les lectures, celles que vous avez faites, celles que vous comptez faire pour cet été, si vous avez aimé certains de ces livres que je vous ai présentés, si d'autres vous tentent, bref, n'hésitez vraiment pas à me faire vos retours et vos recommandations aussi pour cet été. Peut-être que, même si pour cet été je vous ai déjà présenté ma pile à lire, mais peut-être que l'été prochain ça pourrait matcher. Quant à moi, je vais vous laisser ici, je vous souhaite de très belles lectures pour cet été. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez curieux et créatifs. Bye!